Ça y est, on est parti. Oh wow, hein? Il y a du son fort ici. Je ne parlerai pas trop fort dans le micro. Bienvenue à toutes et à tous au dévoilement du rapport de recherche du Centre québécois du droit de l'environnement. Et pour lancer cet événement, j'aimerais inviter Geneviève Paul, qui est directrice du CQDE, à prendre la parole. Merci Maude. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir, de vous être déplacés malgré les défis du métro. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour échanger sur notre dernier rapport de recherche sur l'éco-blanchiment. C'est prévu comme ça, on voulait réunir nos partenaires proches, vous, les experts, des experts en la matière, pour pousser la réflexion plus loin sur ce sujet important-là. Pour nous, puis je pense que on n'est pas les seuls, bien sûr, mais il y a le constat est quand même clair, l'éco-blanchiment, c'est un phénomène qui est répandu. On est loin là, des situations anecdotiques. Et c'est un enjeu majeur qui, pour nous, retarde la transition. C'est sûr qu'on ne se le cachera pas, là, on a des gros vents de face de manière générale sur le plan environnemental, puis dans le travail sur la transition là, depuis plusieurs mois déjà. Heureusement, il y a beaucoup d'acteurs, d'entreprises, notamment des PME, des agences en communication, qui, depuis le début, gardent le cap, n'ont pas peur des mots ESG non plus. Il y a de plus en plus d'acteurs, dont des économistes aussi, qui rappellent que si on veut vraiment être résilient, y compris face à nos voisins du Sud, bien, on va le faire que ici, on fait la transition. Donc, pour faire ça, selon le CQDE, on a besoin d'enrayer l'éco-blanchiment et de le faire dans un cadre juridique qui est clair et prévisible. Donc, c'est précisément pour cette raison-là qu'on a choisi de s'investir dans notre travail en éco-blanchiment. Et donc, on a commencé, vous le savez, là, en 2022 avec une première publication sur l'éco-blanchiment climatique. Après ça, on a sorti un rapport sur l'éco-blanchiment dans le secteur financier qui reste pertinent parce que je vous confirme, il y en a encore de l'éco-blanchiment en finance. Et là, ce soir, bien, on va discuter d'un troisième volet, donc dédié à la consommation verte. Donc, l'occasion d'inclure une partie importante de l'équation qui concerne plus les consommateurs et les consommatrices. Donc, Maude va pouvoir vous présenter les panélistes. Donc, moi, je vais tout de suite passer aux remerciements. Déjà, merci au ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada parce qu'ils soutiennent financièrement ce projet-là. C'est ça qui a permis à cette publication de voir le jour à travers l'Initiative canadienne de protection des consommateurs. Merci également au ministère de l'Environnement au Québec et au Fonds pour le droit de domaine de l'Association du barreau du Canada pour leur soutien quand on a initié nos travaux en matière d'éco-blanchiment et l'idéation pour ce projet. On a pu travailler et compter sur l'expertise de Julien Beaulieu, qui est doctorant, avocat et économiste, qui a aussi mené l'écriture des 2 rapports de recherche précédemment, et bien sûr de mon collègue Charles Coderre, qui est ici avocat au CQDE, qui pilote notre travail en matière d'éco-blanchiment et de finances durables. Merci à nos réviseurs, réviseuses, vraiment pour vos commentaires. C'est très précieux de pouvoir compter sur vos retours. Donc, je me permets de vous nommer Victor Bonici, Julie-Christine Denoncourt, maître Sarah-Ève Levac, qui est avec nous ce soir, et la professeure Laure Sollet. Donc, vraiment, merci encore pour votre temps. Mes collègues André Capretti et Camille Péloquin, avocats au sein de notre équipe pour les dernières lectures, et bien sûr l'équipe de Bleu Forêt et mes propres collègues en communication au CQDE pour l'organisation de cet événement-là. J'ai hâte de vous entendre et de vous entendre pour qu'on puisse jaser un peu après encore davantage des pistes là, qu'on peut privilégier dans le contexte actuel aussi pour mettre en œuvre ces recommandations-là puis qu'on n'arrête pas de parler de ce sujet important. Merci beaucoup. Merci, Geneviève. J'en profite pour me présenter aussi parce que c'est quelque chose que j'oublie toujours de faire. Donc, moi, je m'appelle Maude Desbois, je suis chargée des communications au mouvement Mères au front. Je suis aussi animatrice de l'émission de radio L'effet durable qui traite d'enjeux socio-environnementaux, mais surtout dans l'axe des solutions, des initiatives locales et régionales. Voilà pour le petit topo sur moi. Mais là, ce qui me presse le plus, c'est de pouvoir vous présenter ces magnifiques et pertinentes personnes qui sont avec nous ce soir. Donc, nous avons avec nous Catherine Houssard, qui est agente de recherche au CIREG. Merci d'être avec nous. Pascal Dufour, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour. Et nous avons également Charles Coderre, qui est avocat et co-auteur du rapport du CQDE. Donc, bienvenue. Merci d'être là. Et je ne pourrais passer sous silence quand même une partie de votre parcours pour mettre en contexte aussi sur
la grande pertinence, comme je le disais, de leur présence ce soir. Catherine Houssard, qui, comme je le disais, est agente de recherche au CIREG. Donc, elle est spécialiste des systèmes alimentaires durables. Elle est cofondatrice d'une OBNL en sensibilisation environnementale. Elle a développé un système d'affichage environnemental pour les cafétérias de plusieurs institutions québécoises. Vous en avez peut-être même expérimenté certaines qui le sait. Et elle est aussi chroniqueuse à l'émission Moteur de recherche de Radio-Canada et intervient régulièrement dans les médias pour sensibiliser le public à la consommation responsable. Pour sa part, Pascale, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, elle enseigne le droit des obligations et de la consommation. Donc, ses recherches portent principalement sur la théorie du contrat, les conditions de production du droit dans une perspective décoloniale, ainsi que le droit et la décroissance. Et Charles Coderre, pour terminer, mène des travaux du Centre sur l'éco-blanchiment, la finance durable au sein du CQDE. Il est membre du Barreau du Québec depuis 2016. Il est également titulaire d'un diplôme de doctorat en droit, option innovation, sciences et technologies de l'Université de Montréal, d'une maîtrise en droit international public de l'Université d'Oslo et d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a également complété un stage postdoctoral à la chaire, j'espère bien le nommer, NEM, oui. Oh, voilà, de l'Université Laval entre 2023 et 2025. Voilà, maintenant on connaît tout de vous. Nous serons prêts à nous lancer donc dans les questions qui nous intéressent avec la présentation déjà du rapport avec Charles. Oui. Merci beaucoup, Maude. Alors, ma collègue Geneviève a déjà fait la plupart des remerciements, mais je voudrais, remercier, entre autres, d'abord Julien Beaulieu, le co-auteur et l'auteur principal du rapport, puis aussi remercier à tout le monde dans la salle d'être venu pour nous écouter et pour participer. Je me présente, je m'appelle Charles Coderre, je suis l'avocat responsable des dossiers d'éco-blanchiment et de finances durables au CQDE. Et puis, ça va me faire plaisir de vous présenter notre nouveau rapport de recherche. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit recul. Encore une fois, Geneviève l'a vraiment bien résumé. Le CQDE, on est impliqué dans l'encadrement, puis on s'intéresse à la question de l'éco-blanchiment depuis l'année 2022. On a sorti entre autres 3 rapports. Le premier rapport sur l'éco-blanchiment climatique, le deuxième rapport sur l'éco-blanchiment dans le milieu financier, et puis maintenant on sort ce 3e rapport sur la consommation. En plus des travaux de recherche, on s'implique aussi dans la réforme législative. Alors on a soumis des observations, on s'est impliqué notamment dans le projet de loi C-59 qui a modernisé la loi sur la concurrence du Canada. Et puis plus récemment aussi, on s'est prononcé sur les plus nouvelles modifications à la loi sur la concurrence dans le projet de loi C-15 sur le budget 2025. Alors c'est ce qui nous amène vraiment à la pièce de résistance, notre nouveau rapport qui s'intitule « Consommation verte », entre guillemets, pour une véritable transparence environnementale. Le travail sur ce rapport-là est parti vraiment d'un premier constat initial c'est autour de l'information sur les biens de consommation. Puis le constat, c'était qu'il y a très peu d'informations sur l'information environnementale sur les biens de consommation. Quand on y pense, la grande majorité des produits n'ont aucune indication par rapport à leur impact environnemental. Et puis, quand elles en ont, l'information est de piètre qualité. Elle est partielle, elle est floue, elle est ambiguë, elle peut être sélective, puis elle peut parfois aussi être carrément fausse. Alors, de ce constat, on a voulu vraiment examiner les cadres juridiques au Québec et au Canada. Alors, notre méthodologie de recherche, ça a été vraiment un examen en profondeur des cadres québécois et canadiens avec une composante comparative. Donc, on a regardé les cadres notamment en Union européenne, au Royaume-Uni et en France pour essayer de cerner les meilleures pratiques. Avec l'objectif global, vraiment, les objectifs globaux, je devrais dire, plutôt, c'est améliorer, trouver des leviers pour améliorer la qualité et la quantité de l'information qui est disponible pour les consommateurs, afin notamment de les outiller à faire des choix éclairés, mais aussi les outiller à
exiger des comptes des pollueurs, des entreprises qui produisent ces biens-là. Et puis, justement, d'améliorer, avec l'objectif final, d'améliorer la transparence des entreprises pour favoriser la transition, puis aussi encourager les entreprises qui font des efforts sincères et puis qui peinent à les faire valoir sur le marché. Un chiffre qui dit tout, 48%, donc presque la moitié des consommateurs et consommatrices au Canada ont des doutes quant à la véracité des allégations environnementales des entreprises. Je pense que un consommateur sur deux, justement, on est dans le domaine de l'endémique et non de l'anecdotique. Alors, de ces constats et des constats qu'on est partis, on a fait une analyse exhaustive. Vous allez pouvoir voir dans le rapport, c'est un rapport d'une centaine de pages. On a regardé plusieurs initiatives en Europe et puis on a identifié plusieurs lacunes. Et puis de ces lacunes-là, on a identifié 5 recommandations principales. Ces recommandations-là, moi, je les visualise, je les organise en 2 principales catégories. La première catégorie, c'est les recommandations par rapport à l'affichage environnemental. Alors, notre première recommandation, puis ça, c'est une recommandation qu'on envisage en 2 temps, en fait, c'est la mise sur pied d'un système d'affichage environnemental sur les biens de consommation. D'abord, la première étape serait un programme d'affichage plus ciblé. Alors, on viserait certains indicateurs. Dans les exemples qu'on a, on pense à des indicateurs comme l'impact climatique, l'impact sur la déforestation, la pollution des cours d'eau. Il y en aurait plusieurs à choisir et plusieurs à déterminer, mais l'idée, ça serait d'en avoir certains qui seraient justement plus faciles à suivre pour les consommateurs et aussi plus faciles à mettre en œuvre pour les entreprises. En parallèle à ça, on recommande aussi la standardisation des instructions de tri. Ça, il y a encore un grand manque d'harmonisation là-dessus au niveau provincial et au niveau fédéral. Et puis, c'est le nerf de la guerre pour la réutilisation, le recyclage. Mais nous, ce qu'on met en garde, par contre, c'est que ces deux types d'affichage-là devraient être séparés pour ne pas mêler le consommateur. Souvent, on associe à tort la recyclabilité à un faible impact environnemental, puis c'est 2 affaires complètement séparées. Alors, les systèmes qu'on propose, c'est des exemples parmi tant d'autres. On n'est pas des designers graphiques, alors on a fait le mieux qu'on a pu. Mais l'idée, c'est d'avoir les 2 éléments clairement distingués. Cette première étape-là pourrait être mise en œuvre à court terme parce que souvent, c'est justement l'impact climatique, notamment les émissions, au moins les émissions localisées. Il y a plusieurs entreprises qui ont déjà ces informations-là à l'interne. Alors, ça serait d'utiliser des informations qui sont déjà disponibles. Et puis, il y a un enjeu qu'on entrevoit, par contre, c'est de bien calculer les seuils, les barèmes. Donc, si on dit, par exemple, l'exemple de la loupe, de dire, il y en a qui vont avoir le sceau, il y en a qui ne l'auront pas. Il faut être sûr que le niveau d'applicabilité du sceau est bien positionné pour éviter excusez l'anglicisme, mais le gaming, alors de jouer le système et puis de se positionner. Alors ça, c'est à court terme. La composante à long terme de notre première recommandation, c'est un système d'affichage qui est plus compréhensif, plus globalisé. Alors, ça serait, on a identifié 2 possibilités qui existent déjà dans d'autres juridictions. Donc, c'est soit un pointage agrégé ou l'utilisation de notes alphabétiques. Le pointage agrégé, ça a vraiment l'avantage d'avoir une précision maximale. Les lettres, c'est un peu un compromis entre l'intelligibilité, la clarté et puis la précision. Ensuite, c'est ça, l'objectif, ça serait vraiment de faire comprendre ou de véhiculer l'impact global environnemental d'un produit, donc sur le cycle de vie au complet. Ça serait une mise en œuvre qui serait à plus long terme parce que ça nécessiterait, entre autres, une collecte d'informations nouvelles, donc nécessairement l'intégration de cadres juridiques pour cette divulgation-là. Mais ça serait faisable, selon nous. Un enjeu à ce moment-ci, comme je le disais, le choix un peu des indicateurs, pas des indicateurs, mais le choix de l'affichage. Alors, de trouver l'équilibre entre la clarté et puis la précision, ça devient un enjeu, mais c'est quelque chose qui est facilement calibrable. Alors, ça, c'était notre première recommandation sur l'affichage qu'on
qu'on complémenterait aussi, c'est une autre mesure complémentaire, donc qui serait de rehausser l'encadrement des certifications environnementales. Le constat qu'on a trouvé à travers notre revue des cadres juridiques, c'est qu'il y a une surabondance des certifications privées, puis il y a une sous-réglementation. C'est un peu encore le Far West, il n'y a pas de réglementation spécifique ni au Québec ni au Canada. Alors, ce qu'on recommande, on a identifié 2 composantes. Alors, pour les régimes de certification privée, ça serait l'instauration de règles minimales uniformisées. Il y a un standard ISO qui existe, qui est applicable, qui est clair, appliqué dans d'autres juridictions. Alors, de se baser là-dessus, ça serait une piste. Notamment en vertu de ce standard-là, c'est d'avoir justement clairement identifié les critères qui sont évalués, identifier de quelle manière les caractéristiques répondent aux critères, ensuite avoir une vérification par un tiers, une publication du cahier de charges et puis une mise à jour régulière du cahier de charges. Alors, c'est la base. C'est quelque chose qui est réaliste. Et puis, en plus de ça, ce qu'on recommanderait, c'est pour certaines allégations complexes puis qui portent souvent, qui ont tendance à être problématiques. Donc, on pense à la carboneutralité, à l'utilisation de crédits carbone. Pour ça, on voit vraiment des limites au système de certification privée. Alors, on pourrait voir, au contraire, un régime de certification publique qui ressemblerait peut-être à la certification des produits biologiques au Canada. Alors, quelque chose qui est plus centralisé, qui a justement une vérification plus officielle. Ça fait le tour de nos recommandations sur l'affichage, mais on a identifié une deuxième composante qui est, selon nous, au moins aussi importante, c'est les risques par rapport aux allégations environnementales qui sont faites par les entreprises, qui sont souvent faites de manière volontaire, un peu pour faire dans la publicité, dans d'autres messages. Alors, on a 3 principales recommandations là-dessus. La première, ça serait de forcer la divulgation des preuves qui justifient les allégations. Alors ça, en vertu de la loi sur la concurrence qui s'est améliorée à travers C-59, on en est très reconnaissant, mais il y a encore des angles morts. Les entreprises sont obligées de justifier, d'avoir des éléments corroboratifs d'une certaine qualité, mais ils ne sont pas obligés de publier ces éléments corroboratifs-là. Alors nous, ce qu'on propose, c'est très simple, c'est dès qu'une entreprise fait une allégation, elle doit avoir les preuves par la loi, donc elle devrait aussi rendre ces preuves-là disponibles au public. C'est quelque chose qui serait facile, ça pourrait prendre la forme d'un hyperlien, d'un code QR sur une publicité ou sur un produit. Encore là, quelque chose qui, à nos yeux, serait très facile à mettre en œuvre. La quatrième, c'est un peu complémentaire à cette nouvelle obligation-là, ça serait d'outiller davantage les agences d'application de la loi pour qu'elles intensifient l'application des lois sur la publicité trompeuse. Alors, le Bureau de la concurrence fédérale et l'Office de la protection du consommateur font du très bon travail, on ne les critique pas, mais on remarque qu'eux-mêmes, dans certains rapports, soulignent qu'elles n'ont pas nécessairement les ressources pour faire toutes les enquêtes qu'elles voudraient faire. Alors, l'idée, pour rendre les processus moins opaques, pour leur donner plus de ressources, il y aurait moyen d'abord d'identifier ce qui ne marche pas en ayant des rapports publics sur leur fonctionnement. Ensuite, il y aurait des moyens, au lieu que ça fonctionne uniquement par plainte, que ça soit réactif, d'avoir un encadrement plus proactif, ou entre autres avec des outils informatiques qui pourraient cibler ou un peu flaguer des déclarations qui sembleraient problématiques. Et puis, troisièmement, mettre la mise sur pied d'équipes spécialisées, comme il est fait ailleurs. L'AMF, entre autres, met maintenant une équipe sur l'encadrement des allégations durables, d'avoir quelque chose du même genre. Et puis, finalement, la 5e recommandation, ça serait d'explorer les restrictions, les interdictions sur certains types de publicité. Il y en aurait différentes sortes. Nous, on a identifié 2 principales. D'abord, les publicités qui iraient à l'encontre des objectifs environnementaux que le Canada s'est mis, le Canada ou le Québec. Alors, on pense à l'industrie fossile, des produits à haute intensité carbone, ce qui serait contre l'accord de Paris. Selon nous, il y aurait une logique d'encadrer ça de manière plus stricte.
Et deuxièmement, il y aurait des termes qui peuvent être intrinsèquement trompeurs, donc des termes comme durable, respectueux de l'environnement, vert. Quand il n'y a pas de contexte, nous, d'abord, on est d'avis que ces termes-là, en vertu de la loi sur la concurrence, entre autres, c'est des termes trompeurs qui ne devraient pas être utilisés, mais d'avoir une loi ou un règlement qui définit clairement, il met ça noir sur blanc que ça ne peut pas être utilisé, ça serait un progrès. Des interdictions de la sorte, c'est ça comme c'est écrit, ça existe dans d'autres juridictions. Puis il y a des précédents aussi au Canada. On pense au tabac, on pense à la publicité visée vers les enfants. Donc il y a des pistes là. Et donc, avec toutes ces recommandations, là, on arrive maintenant à la publication du rapport. Puis les prochaines étapes, c'est maintenant les questions qu'on se pose. Alors, on a identifié des lacunes, on a identifié des pistes de solutions. Mais comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre? Alors, quelles sont les leçons à retenir des expériences passées? Puis, comment est-ce qu'on peut repenser un peu les cadres pour s'imaginer des pistes de solutions? C'est ce que j'ai hâte de discuter avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles, pour cette présentation. Donc, oui, on peut l'applaudir quand même. Un très beau résumé de ce rapport d'une centaine de pages qui est fort intéressant d'ailleurs. J'espère que vous aurez l'occasion de le lire si ce n'est pas déjà fait. Là, on parle d'encadrement, on parle de transparence, on parle de rigueur, de cohérence dans les messages aussi et d'accès à ces informations-là vers le public. Catherine, là, c'est toi que je vais interpeller en premier pour nous parler parce que j'aimerais que tu nous parles de l'expérience du CIREG, donc de nous présenter ce qui a été mis en place dans différentes institutions d'enseignement par le CIREG. Oui, bonjour à tous d'abord et merci beaucoup CQDE pour l'invitation. Merci à tous d'être là. En fait, je suis très heureuse de vous parler de ce projet d'affichage environnemental qui a été fait dans les cafétérias institutionnelles et notamment à Polytechnique Montréal. C'est un projet qui est né en 2022, que j'ai participé à sa naissance avec le Bureau du développement durable, l'Association des étudiants, les services alimentaires évidemment, et puis l'OBNL Polycarbone dont j'étais la co-créatrice, et évidemment le CIREG. Donc c'est vraiment un beau projet collaboratif. Donc c'est un projet qui est maintenant en opération à Polytechnique depuis 4 ans et qui a fait des petits. Donc il y a eu des projets pilotes qui ont été lancés au CHUM, dans 2 cégeps, à l'Université de Montréal. Voilà. Et puis l'objectif était simple quand même, donner aux consommateurs une information facile à comprendre sur l'empreinte carbone des plats qui sont servis dans les cafétérias, pour leur permettre de faire des choix plus éclairés, évidemment, et ainsi réduire le bilan carbone en fait, de ces institutions. Donc, comment ça fonctionne ? Ça repose sur une échelle de 5 niveaux de A à E, un peu comme ce que Charles a présenté dans les possibilités futures au Québec, mais ça existe déjà un petit peu, à un très petit niveau pour l'instant, avec donc un code couleur pour faciliter la lecture. Donc A étant le meilleur choix, le pire, voilà. Et puis c'est un format qui a été... en fait, on n'a rien inventé, c'est un format qui a fait ses preuves en Europe. Moi, j'avais fait une grosse revue de littérature sur qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, puis ce type de format, ça fonctionne quand même bien. Donc le dispositif, il a été ensuite adapté à l'identité de chaque établissement. Donc à Polytechnique, on a choisi une échelle un peu plus complexe qui est basée finalement sur le système de notation académique de Polytechnique. Au CHUM, par contre, on est allé avec une approche plus simple, mais qui reprend l'identité visuelle du CHUM. Il y a même une petite pilule. Voilà. Autrement, on a développé en fait plusieurs formats d'affichage, donc des étiquettes simples sur les plats, donc avec les lettres, mais aussi des valeurs chiffrées qui permettent en fait de comparer des produits qui auraient une note similaire, mais qui n'ont pas exactement la même empreinte carbone. Donc pour pouvoir en fait amener de la précision dans les choix. Des affiches explicatives aussi, par exemple ici des affiches sur c'est quoi la méthodologie d'analyse de cycle de vie, donc l'ACV, et sur pourquoi il y a tels écarts entre les plats, donc comprendre un petit peu les détails en arrière de l'affichage.
d'affichage. Et encore plus loin, on est allé avec des codes QR pour accéder à des informations vraiment plus détaillées sur en fait, sur les caractéristiques de chaque plat et sur la méthodologie en arrière de façon transparente. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir plusieurs niveaux d'information pour répondre à différents niveaux d'intérêt et offrir un maximum de transparence, bien évidemment. Voilà, bon, c'est ça. Je vais juste le remettre dans un contexte plus large. Donc, c'est le premier, enfin, Polytechnique est très fière de dire que c'est le premier projet du genre au Canada. Mais ce type d'initiative existe vraiment depuis longtemps en Europe. En fait, ça fait 20 ans qu'il y a des tests qui sont faits sur des systèmes d'affichage pour mieux informer les consommateurs, et ce, sur différents types de produits. Donc là, on est vraiment focalisé sur des repas, mais et en fait, tout produits peuvent être considérés. Et bon, c'est sûr que pour l'instant, c'est des approches qui sont encore menées sur une base volontaire, mais la démarche, elle est vraiment en train de se structurer en Europe et on tend vers un affichage qui est non seulement harmonisé, mais généralisé aussi, et qui est appelé à devenir obligatoire. En fait, il est déjà... il va être rendu obligatoire pour les produits textiles cette année, normalement vers le milieu de l'année. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Mais quand même, là, j'ai des questions par rapport à ça, parce que là, on est dans l'affichage, on est justement dans la vulgarisation des systèmes, comment on en est arrivé à ces informations-là, comment faire un choix éclairé. Ça a été quoi les apprentissages pour l'équipe du CIREG à travers ces expériences-là? Est-ce que vous avez constaté des freins, des leviers qui étaient particulièrement efficaces? Qu'est-ce qui en est ressorti? Ouais, d'abord, je dirais que la première chose, c'est que c'est jamais simple d'être pionnier. Absolument. Merci de le faire. Fait qu'à Polytechnique, on a eu 4 ans d'expérience maintenant, et puis dès le départ, il y a quand même eu une bonne volonté générale d'adopter le projet. Un peu plus de résistance du côté des services alimentaires qui voyaient ça plus comme une contrainte opérationnelle, mais avec le temps, en fait, la perception a changé, et puis aujourd'hui, ils sont des moteurs du développement de ce projet-là. Puis le projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il a stimulé aussi des initiatives similaires dans d'autres établissements. Et qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à satisfaire la demande. Ça, c'est un beau problème, j'aime ça. C'est un problème, mais c'est vraiment une contrainte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en arrière de tout ça, pour ceux qui connaissent plus l'analyse de cycle de vie, en fait, il y a des calculs qui sont très complexes. Et donc, ça entraîne des coûts forcément qui sont un petit peu élevés. On a besoin de ressources quand même, et aujourd'hui, en fait, ça limite un petit peu le déploiement à plus grande échelle. Donc, et justement, les projets pilotes qu'on a eus dans certaines institutions, dont les cégeps, pour l'instant, ils sont restés au stade pilote parce qu'il n'y a pas de budget actuellement pour continuer. C'est déplorable, le manque de financement, mais on espère que justement l'engouement pour ce type de système et peut-être éventuellement de légiférer, ce genre de système permettra d'avoir des budgets qui sont alloués à cette adaptation-là qui un jour deviendra la norme. C'est ce qu'on voudrait. Oui, on l'espère. Puis en fait, quand on regarde ce qui se passe en Europe, on peut être un petit peu optimiste parce que aujourd'hui en Europe, c'est vraiment des projets qui sont soutenus par les gouvernements. Donc il y a du financement public, des cadres méthodologiques qui sont aujourd'hui standardisés, des outils opérationnels pour calculer l'empreinte carbone. Je pense notamment à l'outil Ecobalise pour le secteur des entreprises textiles, mais il est en construction ou en évaluation pour le secteur alimentaire aussi, puis il va se développer pour d'autres types de produits. Et au Québec, par contre, on n'est pas tout à fait à la même place. On n'est pas à la même place, non, c'est ça. Donc, Et puis, ce qu'il faut remettre en perspective aussi, c'est que le projet qu'on a fait là dans les cafétérias, c'est un projet qui inclut, qui s'intéresse uniquement à l'empreinte carbone. Et ça, en fait, c'est très limitatif.
Parce que pourquoi on a fait ça? Parce que question de ressources évidemment, aussi simplicité de la communication, mais ça donne vraiment pas un portrait exhaustif de l'empreinte environnementale d'un produit, hein, comme Charles l'a un petit peu présenté au départ. Et ça, en ACV, on n'aime pas trop ça normalement parce que c'est une méthode qui justement se veut multi-indicateur pour avoir une transparence la plus complète possible et éviter justement des situations d'éco-blanchiment. Donc voilà, il y a des limites. Après, en termes de résultats à Polytechnique, avec 4 ans d'expérience, on peut évaluer un certain nombre de résultats. Et puis je dirais que les résultats sont mitigés en termes de changement de comportement. En fait, on a fait cette évaluation 1 an après le début du projet, et elle n'a pas été refaite depuis, mais les calculs, les chiffres nous disent que l'empreinte carbone des repas a diminué de seulement 2% depuis la mise en place de l'affichage. Par contre, il y a beaucoup d'effets indirects très, très positifs. Oui. Premièrement, on a montré l'exemple à d'autres institutions qui se sont appropriées le projet, donc ça c'est super. Et je dirais que le plus grand succès, c'est que les employés qui au début étaient un petit peu réfractaires, donc les employés des systèmes alimentaires, ça a permis de les sensibiliser, de les conscientiser à l'impact de l'alimentation et ça a permis de faire évoluer en fait l'offre alimentaire à Polytechnique et puis dans d'autres institutions. Donc ça c'est vraiment je pense la plus belle réussite de ce projet et puis c'est comme une forme finalement d'intégration d'éco-conception, on peut le voir comme ça, donc en entreprise. Ça a aussi favorisé l'acceptabilité sociale de certains changements beaucoup plus drastiques qui ont été faits à Polytechnique. Alors, vous en avez peut-être entendu parler parce que ça a fait vraiment... Oui, dans les journaux, notamment. Dans les journaux. Donc, il y a eu un retrait du bœuf qui a été... c'est moi, non un retrait du bœuf qui a été mis en place à la rentrée 2025. Ça a été très, très bien accepté, en fait, par la communauté polytechnicienne. Et on a sorti ça dans les médias un peu plus tard, en janvier 2026. Et donc, vous avez dû en entendre parler parce que là, c'était beaucoup plus polarisant. Et ça, je trouve, c'est vraiment intéressant parce que finalement, ça montre que l'acceptabilité sociale d'interdictions comme ça qui sont bénéfiques pour l'environnement, elle dépend beaucoup du niveau de sensibilisation préalable qui est faite auprès de communautés. Donc, voilà. Oui, effectivement, intéressant de le constater. Il faut commencer quelque part, puis après ça, l'adaptation au changement, ça se fait sur du long terme aussi. Là, on ne peut pas espérer que du jour au lendemain, tout le monde change d'idée, puis change de cap, puis s'adapte à des nouvelles mesures. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur l'aspect de l'affichage, là, de la surinformation peut-être, ou de l'infantilisation à travers l'affichage. Là, on va passer à Pascal pour la suite des questions. Donc, de ton côté, Pascal... Oui, volez-vous le micro, il est là pour ça. Donc, j'aimerais ça t'entendre sur de quelle manière les notions de responsabilité, notamment à travers le concept du triangle de l'inaction que vous connaissez, peut-être vous aussi, permettent de mieux comprendre le phénomène de l'éco-blanchiment. Merci, Maude. Écoute, le phénomène de l'éco-blanchiment peut effectivement être analysé à travers le prisme de la responsabilité sous plusieurs angles. Je vais peut-être laisser la discussion sur le triangle de l'inaction à notre discussion collective et je vais me concentrer là, pour mon intervention plus particulièrement sur la ou les responsabilités. Donc, il faut d'abord mettre en lumière que les crises climatiques et écologiques qu'on traverse accentuent la volonté de distribuer des responsabilités au sein de nos sociétés. Puis je pense que vos interventions l'ont bien illustré. Donc, il nous faut identifier qui est responsable, qui doit rendre des comptes, qui doit réparer, mais également qui doit s'engager pour sauver notre planète. En matière de distribution des responsabilités, le droit joue évidemment un rôle central. Pourtant, comme le souligne Alain Supiot, l'omniprésence de la responsabilité sociétale et, on pourrait ajouter, environnementale dans le champ politique et économique est un symptôme de la crise juridique de la responsabilité.
Alors, selon lui, 2 phénomènes illustrent cette crise. L'effacement des frontières du commerce, d'une part, tout pouvant être commercialisé, et l'affaiblissement de la chose publique, de l'autre, le politique cédant devant l'économie globalisée. Alors, ces 2 phénomènes-là conduisent finalement, selon lui, à une irresponsabilité généralisée. Alors, le phénomène de l'éco-blanchiment illustre malheureusement à merveille cette irresponsabilité généralisée. D'un côté, les consommatrices sont de plus en plus appelées à adopter un mode de consommation responsable sur le plan écologique, ce qui participe à un phénomène plus global de responsabilisation individuelle, responsabilisation qui est au cœur du modèle néolibéral. Or, cette responsabilité assumée individuellement traduit justement l'effritement de la responsabilité des États et des entreprises. Pour bien saisir l'argument, il faut retourner à l'émergence de la figure de l'État social, puis j'irai pas longtemps, qu'on a parfois appelé l'État-providence. Donc, il s'agissait à cette époque-là d'un bouleversement de la responsabilité juridique. Au tournant du 19e siècle, avec l'industrialisation des sociétés, les entreprises ont bénéficié directement, sur le plan financier, de l'exode rural d'une force ouvrière qui mettait pourtant sa vie en jeu dans les grands fourneaux, sans pour autant que les entreprises soient responsables sur le plan juridique d'assumer ou d'assurer leur bien-être. Alors, les entreprises, à cette époque-là, distribuaient quand même des services ou des ressources minimales par charité et surtout pour maintenir la main-d'œuvre en vie, en santé. Dans ce contexte, l'essor de l'État social marquait un tournant car il rendait ces entreprises responsables des conséquences de leurs activités par l'entremise de l'adoption de lois structurant des régimes d'assurance sociale. Autrement dit, l'État était garant ou responsable politiquement d'obliger les entreprises qui détenaient le pouvoir économique de répondre des conséquences de leurs activités auprès des individus qui, eux, étaient déchargés de ce fardeau-là de responsabilité à l'égard des conséquences d'industrialisation. Dans le contexte actuel, il y a un glissement en arrière, un retour vers la responsabilisation des individus. En matière environnementale, les entreprises prennent généralement des engagements volontaires à l'égard de l'environnement. La RSE, qui est une bonne chose, mais qui dénote quand même un caractère volontaire de cette prise de responsabilité. C'est mieux que rien, mais on pourrait y voir une forme de retour en arrière. Donc, l'idée, vous comprenez bien, serait de décharger les individus du fardeau de devoir assumer les conséquences de la crise environnementale. Pour ça, il est requis de reconstruire un maillage institutionnel qui distribue clairement les responsabilités, que l'État ait la responsabilité de faire assumer aux entreprises leurs responsabilités à l'égard des conséquences environnementales de leurs activités, sans les transférer aux consommatrices. Ce remaillage-là, c'est une tâche complexe et ça se traduit bien là, dans la démarche du CQDE, d'abord en ce qu'elle interpelle la responsabilité politique des gouvernements. En ce qui concerne les entreprises, leur imposer de prendre pleinement leurs responsabilités est évidemment un peu difficile, ce qui se traduit dans les recommandations du rapport qui participent à avancer dans cette direction-là. La responsabilité des consommatrices devant les choix de consommation, leur responsabilité de s'informer, elle n'est pas anéantie, mais on travaille à leur fournir des outils qui puissent mieux les accompagner dans leur prise de décision, des éco-étiquettes, des certifications encadrées, etc. Si les consommatrices demeurent responsables de faire des choix qui sont respectueux de l'environnement, on veut qu'elles n'aient pas la responsabilité supplémentaire de devoir naviguer à travers une mer de demi-vérité. Donc, autrement dit, au moyen de réformes juridiques soutenant une information adéquate et transparente, il s'agit d'imposer la responsabilité aux entreprises d'assumer les conséquences de leurs propres choix de production ou de commercialisation qui, s'ils ne sont pas véritablement écologiques, pourraient leur faire une part de marché. Oui. Merci, Pascal, pour ce tour d'horizon vraiment intéressant sur d'où on vient, puis aussi où est-ce qu'on est rendu actuellement à tous ces niveaux-là qui sont tellement essentiels dans la compréhension. Et là, on est beaucoup dans, justement, la répartition de cette responsabilité-là ou qui devrait être responsable. Là, si on regarde peut-être du côté de la publicité ou de la sobriété même publicitaire, quel rôle est-ce que ça pourrait jouer dans ce tout-là? Est-ce que c'est un levier qui est structurant, complémentaire? Quel rôle ça pourrait jouer selon toi? Bien, merci. Je pense que c'est pertinent de se poser cette question-là. Hein? On évoque souvent des limitations à la publicité comme source de solutions.
discussion. Donc, la sobriété publicitaire, c'est pas vraiment un concept qui est reconnu là, sur le plan juridique et ça peut englober plusieurs phénomènes qui renvoient à l'idée de modération en matière publicitaire ou dans sa forme la plus radicale de bannissement de la publicité. Le bannissement de toute forme de publicité commerciale, qui est un élément que revendiquent notamment les adeptes de la décroissance. Évidemment, c'est plutôt difficile à envisager à court, moyen terme, sans changement qui serait beaucoup plus radical là, et beaucoup plus profond sur le plan économique, politique, juridique, social, nommons-en. On a cependant une panoplie d'illustrations. Il y a par exemple des villes qui ont fait le pas d'interdire la publicité commerciale dans les lieux publics extérieurs sur la voie publique. En 2006, on peut penser à la ville de Sao Paulo qui adoptait la Lei Cidade Limpa, la loi ville propre, qui interdisait les publicités dans l'espace public. Donc l'objectif à ce moment-là, il était moins environnemental ou écologique qu'un objectif de réduction de la pollution visuelle et la dégradation de l'environnement urbain. Néanmoins, on peut s'inspirer là, de cette expérience. Donc, la loi qui avait été adoptée avec une majorité écrasante a évidemment fait bondir là, les entreprises et surtout les entreprises œuvrant dans la diffusion publicitaire. L'impact concret de la loi a été très perceptible, si bien qu'on a découvert là, une fois les publicités retirées des bâtiments vétustes, des habitations précaires qui s'étaient construites là, autour de la publicité. Donc, comme l'interdiction était limitée à l'espace public, cependant, on a aussi remarqué un essor massif des publicités commerciales dans les lieux intérieurs, comme le métro, et on a tenté de contourner la loi en ayant à nouveau recours là, à des personnes sandwich qui allaient faire de la publicité parce que c'était pas interdit clairement et directement par cette loi-là. Donc, quand la loi interdit, l'entreprise contourne, c'est un classique. Des interdictions similaires sont adoptées dans plusieurs villes européennes. Là, je pense que Charles en faisait état tout à l'heure. Donc, des villes européennes comme Grenoble, où la question environnementale là, a été davantage visée là, dans l'adoption de ces mesures-là. En matière de sobriété publicitaire, on pense également au récent débat sur l'interdiction des publicités de voitures polluantes ou plus particulièrement là, de VUS, comme à Édimbourg, où on a interdit les publicités pour des produits à forte émission de CO2. On peut penser également en Amérique du Sud à plusieurs dispositions juridiques qui ont été adoptées et qui soutiennent une certaine forme de sobriété publicitaire en ce qui concerne les prétentions environnementales des entreprises. Donc, ça concerne directement le message. On retrouve évidemment des dispositions qui vont restreindre, qui vont encadrer les publicités trompeuses, comme on peut retrouver ici, mais là-bas, on voit que les dispositions visent déjà certaines dispositions vont venir directement viser là, les publicités d'éco-blanchiment. Donc, le libellé là, des dispositions est beaucoup plus clair sur la protection des écosystèmes. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, on a également des dispositions qui viennent restreindre les publicités abusives. Et là, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que la notion de publicité abusive, donc une publicité qui représente un abus de la liberté d'expression commerciale, va être étendue à une publicité abusive dans le sens où elle va à l'encontre de la protection des écosystèmes ou des valeurs environnementales. Donc, en vertu de régimes de ce type-là, on pourrait penser qu'une publicité qui mettrait en scène une illustration de vaisselle jetable pourrait être déclarée abusive. Et là, je m'inspire des travaux d'un collègue, Gonzalo Sozo, qui nous explique que l'essor de dispositions de la sorte en Amérique du Sud, il fait partie d'un virage vert beaucoup plus global. Un virage vert qui découle, donc un virage vert en matière de droit de la consommation, qui découle notamment de grandes réformes constitutionnelles où la constitution de plusieurs pays, donc l'Équateur, la Bolivie, donc dans le cas de ces deux pays-là, leur constitution repose désormais sur une vision inspirée du buen vivir. Puis on a l'Argentine, le Brésil, la Colombie qui, eux, ont réformé leur constitution pour
en vertu d'un modèle que Gonzalo Soso appelle le modèle du développement perdurable, donc une version forte du développement durable qu'on connaît. Où je veux m'en aller avec tout ça, donc, c'est que sans assise constitutionnelle écologique forte, ce qui est le cas ici, là, donc on n'a pas de tel modèle constitutionnel, la lutte pour des modifications législatives qui font la promotion de la sobriété publicitaire et plus largement qui font la promotion d'un vivre ensemble véritablement respectueux de l'écologie, ben, c'est plus difficile. C'est plus difficile, comme on le sait, l'État assume un double rôle. Stéphanie Roy évoquait ce double rôle dans ses travaux, protéger l'environnement d'un côté, mais également favoriser la croissance économique de l'autre. Donc, je terminerai peut-être en remerciant le CQDE parce que c'est important de pouvoir compter sur des organismes pour faire pencher la balance du côté de l'environnement, puis essayer de faire cheminer là, des questions fondamentales et des recommandations qui peuvent là, nous mener dans la bonne direction. Plus que jamais, même, j'ajouterais, en ces temps plus difficiles, mais on voit par plein d'exemples que oui, ça se fait ailleurs, puis c'est pas la première fois qu'on le dit quand même, comme levier pour dire « Allez, on emboîte le pas, nous aussi, il est grand temps ».